Alors, je vais vous présenter l'aveu de la princesse de Clèves à son mari. Donc là, cette vidéo, en fait, ne concernera que le premier paragraphe, puis vous aurez la suite dans une autre vidéo. Vous rappelez bien, vous présentez le texte, hein, comme d'habitude, vous n'oubliez pas. Et vous rappelez bien que cet aveu est incomplet et qu'il a suscité, en fait, une vive polémique. Donc ça, je vous ai mis ça dans le cours d'introduction, c'était la première séance, le cours d'introduction à la princesse de Clèves. Alors polémique, pourquoi? Parce que cet aveu, on est toujours dans cette vraisemblance, hein, qui est importante au XVIIe siècle. Et puis l'aveu qu'elle fait à son mari, c'est une femme de l'aristocratie, est considérée justement comme invraisemblable dans la mesure où elle aurait dû le cacher, et puis d'autres critiques, hein, considèrent qu'au contraire, il est admirable. Donc vous reverrez ça, vous pouvez le présenter et représenter à votre examinateur. L'extrait, juste une chose, hein, l'extrait que vous avez, ça n'est simplement qu'un extrait de 30 lignes. En fait, l'aveu est beaucoup plus long. Et là, on arrive véritablement à l'aveu quand elle va se déclarer à son mari. Alors, quand on regarde, l'aveu, il est assez spontané, puisque l'extrait que je vous ai choisi, qui est célèbre, hein, commence par une apostrophe. Vous avez une interjection, et puis monsieur, donc l'apostrophe, qui montre qu'elle s'adresse à son mari. Quand vous regardez, vous avez toute ce qu'on pourrait appeler des didascalies, hein, se jetant à ses genoux. Il y a une attitude en fait très, très théâtrale de cet aveu qui est, elle se lance, hein, si vous voulez, elle soulage un peu sa conscience. Et elle, tout de suite, l'extrait en fait va proposer le thème, un aveu. Donc là, vous avez tout de suite le thème. Et la relative qui suit, donc que l'on n'a jamais fait à son mari, vous montre que cet aveu va revêtir un caractère extraordinaire et qu'il est grave, hein, quand même. Tout de suite, elle va utiliser une opposition. Donc vous avez le mais ici, la conjonction de coordination mais. Alors ça pourrait être une question de grammaire, hein. Étudier l'opposition à la ligne 2. Donc si vous avez une conjonction de coordination qui va introduire une proposition, vous avez un verbe qui est conjugué à un mode personnel, donc au présent de l'indicatif. Et elle va utiliser en fait un vocabulaire moral tout au long de l'extrait, enfin, dans ce paragraphe 1 notamment. Alors le vocabulaire moral, je vais tout de suite vous le repérer comme ça. C'est pas que je m'en serais débarrassée, mais enfin si, c'est un peu ça en fait. Alors, l'innocence de ma conduite, donc elle va dire, hein, l'innocence de ma conduite, ça veut dire qu'elle elle en aime un autre, mais qu'elle ne va pas franchir le pas, elle ne va pas coucher avec, et mes intentions, même chose, m'en donnent la force. Donc cet aveu lui coûte, mais elle fait preuve de courage. Alors quand on regarde aussi ce vocabulaire moral, vous allez le retrouver donc dans nulle marque de faiblesse, j'ai oublié le nul. Vous avez également à la ligne 7 digne. Et puis vous avez à la ligne 9 je ne vous déplairai jamais par mes actions. Alors je vous entoure tout ça, hein, parce que voilà, la moralité elle est ici. Alors je ne vous déplairai jamais par mes actions, ça veut dire que il y a un euphémisme quand même qui est ici. L'euphémisme, c'est que je ne coucherai pas avec lui. Je ne vous le dis pas très élégamment, mais c'est ce que ça veut dire. Évidemment, c'est écrit avec bien plus d'élégance par Madame de Lafayette. Là, à la ligne 3, il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour. Alors, on entre véritablement dans le vif du sujet, puisqu'en fait, ce monsieur de Clèves, rappelez-vous, s'étonne du fait que sa femme veuille s'éloigner de la cour. Et elle va en donner en fait ici j'ai des raisons de m'éloigner de la cour. Alors elle donne pas vraiment des raisons, mais elle va ménager une espèce de suspense. En tous les cas, elle lui fait comprendre tout de suite par le terme raison ici
que, bien évidemment, c'est ce qu'elle fait, ça n'est pas simplement un caprice, mais qu'elle veut se mettre au calme, justement, parce qu'elle veut éviter cette cour. Alors, pourquoi elle évite la cour? Eh bien, tout de suite, regardez, on passe de raison à péril. Alors, la cour, vous savez, métaphoriquement, c'est le lieu de tous les dangers. Les périls, alors, mince, j'ai pris du bleu, j'en ai déjà pris, moi, je vais mettre en vert. Alors, le terme péril, et puis je vais tout de suite souligner, encadrer, pardon, l'adjectif dangereux. Eh bien, la cour, finalement, c'est le lieu de tous ces dangers. Alors, si elle s'éloigne de la cour, qu'est-ce qu'elle va dire en fait? Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Il y aura des commérages. Donc vous savez, hein, dans La Princesse de Clèves, hein, dès que les gens passent leur temps à s'observer, tout le monde s'observe. Et puis dès que vous avez un comportement qui paraît un petit peu étrange, évidemment, ça donne lieu à des ragots et à des commérages. Alors l'action, je vous rappelle, elle se passe au XVIe siècle, mais finalement, elle n'est pas très... ce que pensent les gens, ce que font les individus au sein de cette cour, font exactement la chose que l'on ferait en matière sentimentale. Hein. C'est exactement la même chose. Donc à partir de la ligne 4... donc ça va être: il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour ou si j'avais encore Madame de Chartres pour me conduire. Alors cette longue phrase là, je vais vous l'encadrer en noir. Donc vous avez une phrase complexe. Bon, si vous étiez, je fais un petit peu de grammaire hein, dans cette explication. Elle est où la fin là, de la phrase? Je ne sais plus. Je n'ai jamais donné nulle marque et je craindrais... Voilà, elle est ici, à conduire. Alors, vous avez en fait une phrase complexe qui est constituée de 4 propositions, dont 2 propositions subordonnées hypothétiques. La première proposition subordonnée hypothétique est là: si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, hop, qui est coordonnée à une autre proposition subordonnée hypothétique, ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Donc là, elle montre qu'elle va adopter une attitude exemplaire. En fait, les hypothétiques, là, vont montrer qu'elle cherche d'une part, elle demande l'avis à son mari, donc ça c'est une première condition, et elle ajoute une deuxième condition, alors qui n'est plus réalisable, c'est ce que vous diriez en grammaire par exemple, hein, on voit il y a un imparfait ici: si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Sa mère en fait est décédée très vite. Alors pour le côté romanesque du roman, il faut que, je vous ai déjà expliqué, qu'il faut que la mère disparaisse. Parce que si la mère est là, elle va protéger sa fille. Donc finalement, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus le coup de foudre, il n'y a plus la passion, il n'y a plus le côté psychologique du roman. Donc il faut que la mère de la princesse de Clèves disparaisse pour éviter toutes ces longues leçons moralisatrices. En fait, elle se débrouille toute seule, quoi. Donc au début du roman, elle a 15 ans. À la fin du roman, elle est un peu plus vieille. Mais si vous voulez, l'action principale du roman, elle va durer entre ses 15 et 16 ans. Et puis tout à la fin du roman, il y a une ellipse. On vous dit qu'elle se retire dans un couvent et puis qu'elle va y mourir. Mais on ne sait pas trop vraiment à quel âge. Donc ça, c'est pour le côté romanesque. Elle se débrouille toute seule, hein, donc elle est face à ses dangers et elle va devoir psychologiquement affronter toute cette mer dangereuse, comme vous pourriez trouver dans la carte de Tendre de Madame de Scudéry, là où il y a tous les dangers et toutes les beautés de l'amour. Ça, c'est dans la littérature précieuse, c'est les années 1620-1630, donc qui a été un courant que connaît parfaitement Madame de La Fayette. Hein. C'est plus tardif, Madame de La Fayette, mais elle connaît la littérature des précieux, notamment Madame de Scudéry. Donc voilà, elle affronte en fait tous ces périls de la cour. J'aimerais attirer votre attention aussi, toujours une petite question grammaire, sur la concession, là, quelque dangereux que soit le parti que je prends. Alors vous avez la proposition subordonnée
de concession, vous pouvez dire une proposition subordonnée concessive, suivie de sa principale. Je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. On voit bien en fait l'absence de la princesse de Clèves à la cour va susciter des commérages et des suspicions. Et le mécanisme de la concession, on le voit bien apparaître. Parce qu'en fait, on pourrait penser que cette retraite lui coûte beaucoup, mais finalement, il n'en est rien. Elle va accepter au contraire avec beaucoup de sérénité, avec joie. Donc elle le dit. Donc voilà, c'est le terme que vous devez retenir. Ce terme de joie, c'est pas du tout une contrainte, justement. Au contraire, c'est une libération pour elle, puisqu'elle va pouvoir essayer d'éviter toutes les tentations. On va s'apercevoir que c'est pas si facile que ça, hein, finalement, puisqu'elle l'aime véritablement. Hein. Vous avez également je vous demande 1000 pardons, vous avez toute la fin du paragraphe, hein, je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Hein, vous avez encore une subordonnée hypothétique. Donc on voit toutes ces hésitations, toutes les conditions qu'elle met, toutes ces précautions de langage qu'elle va utiliser. Là, vous avez une belle concordance des temps. Vous avez présent, donc il y a une certaine simultanéité. Ce qui est intéressant ici dans cette phrase, c'est l'hyperbole que vous avez. Je ne sais pas trop quelle couleur je vais prendre. Ah non, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai mis un truc, bon, je ne vais pas l'effacer. Bon, c'est pas grave, vous verrez quand même. Bon, c'est pas grave. Le 1000 pardons, je vous le mets en noir, hein, l'hyperbole. Cette hyperbole, alors, il y a 1000 pardons et puis il y a plus d'amitié et plus d'estime qui montre effectivement que elle insiste en fait sur le fait qu'elle est extrêmement respectueuse envers son mari. Alors ce qui est cruel, c'est oui, elle lui voue du respect, une forme d'amitié, d'extrême bienveillance, mais elle ne l'aime pas. C'est dommage parce que c'est son mari quand même. Ça vous dites pas, mais c'est évidemment, elle en aime un autre, hein, sinon ce serait pas un roman. C'est le côté romanesque du roman. Hein. Donc la fin du paragraphe, vous voyez, faut pas louper ça non plus. Les 3 impératifs, là, conduisez, ayez pitié, conduisez-moi, aimez-moi encore, si vous pouvez. Donc là, vous pourriez, hein, je remets encore une proposition subordonnée hypothétique. Donc vous avez donc elle est au présent, ce qui montre que vous êtes dans une simultanéité. Vous avez la concordance des temps, c'est encore possible. Tout ce qui est souhait là est encore réalisable, puisqu'en fait c'est au présent. Elle demande en fait à son mari d'être un guide moral, un guide spirituel pour elle. Donc je vais m'arrêter là pour ce premier paragraphe et puis vous aurez la suite. Je vous mettrai la suite. Je rajoute juste une chose, c'est l'expression du but là, pour me conserver digne d'être à vous. Donc elle donne l'intention si vous voulez. Donc là vous avez toujours en grammaire, si vous avez étudié, je ne sais pas ce qu'on pourrait vous poser comme question de grammaire, étudier la circonstance dans les lignes C6, 7. Alors la circonstance c'est l'expression du but, et qui est exprimée par un groupe infinitif. Alors pour l'explication, elle va donner une raison, hein, pour me conserver digne d'être à vous. Donc c'est pour montrer combien elle a d'estime et qu'elle ne franchira jamais le pas, c'est-à-dire qu'elle couchera jamais avec le duc de Nemours.